ma mère m'a installé devant les papiers d'inscription universitaire et m'a dit, si tu aimais vraiment ton frère, tu paierais pour son avenir, juste après que j'ai acheté ma première maison. Alors j'ai répondu, je me souviens pourtant que tu m'as dit de me débrouiller seul quand j'avais 15 ans. Je m'appelle Chloé J. Dubois et j'ai 27 ans. Mais cette histoire ne commence pas vraiment avec la lettre de l'avocat, ni avec les documents d'inscription, ni même le jour où ma mère a inspecté ma première maison comme si elle la divisait mentalement en morceaux pour mon jeune frère. Elle commence quand j'avais 15 ans, debout derrière le comptoir d'un bistrot de quartier, les mains sentant le liquide vaisselle et la graisse de friture, apprenant une leçon que la plupart des enfants ne devraient jamais avoir à comprendre si tôt. Dans ma famille, l'amour s'accompagnait toujours d'un ticket de caisse. Mes parents ne le disaient jamais à voix haute, bien sûr. Ils habillaient cela de concepts comme la responsabilité, la gratitude et les valeurs familiales. Mais chaque repas, chaque trajet en voiture, chaque achat de fournitures scolaires, chaque petit service était associé à un tarif silencieux. Des mois plus tard, parfois des années plus tard, il ressortait ces chiffres comme des pièces à conviction dans un procès. Après tout ce qu'on a fait pour toi, cette phrase était pratiquement l'hymne de notre famille. C'est peut-être pour cela que j'ai grandi en détestant l'idée de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Devoir quelque chose aux gens signifiait qu'ils pouvaient s'immiscer dans votre vie quand ils le voulaient pour prendre ce qu'ils estimaient nécessaire pour équilibrer les comptes. Et mes parents tenaient toujours les comptes, même s'ils ne comptaient jamais de manière équitable. Mon jeune frère, Lucas, avait 3 ans de moins que moi. Dès sa naissance, toute la maison a semblé s'incliner dans sa direction, entraînement de football privé, stage d'été coûteux, chaussures de marque, vêtements dernier cri, console de jeu, tournoi le week-end. Si Lucas voulait quelque chose, mes parents trouvaient toujours un moyen. Si je demandais quoi que ce soit au-delà du strict minimum, j'obtenais invariablement la même réponse, tu n'en as pas besoin, ou pire, trouve un boulot et paie-le toi-même. C'est donc ce que j'ai fait. À 15 ans, alors que Lucas passait ses week-ends dans des tournois ou à traîner avec ses copains, j'enchaînais les services sous la lumière des néons, souriant à des clients qui claquaient des doigts pour être servis. Et comptant mes pourboires dans les toilettes parce que j'avais trop honte de le faire devant les autres. Ce n'était pas prestigieux, ce n'était pas juste, mais c'était à moi. Ce travail en a entraîné un autre, puis un autre. À l'obtention de mon baccalauréat, j'avais mis de l'argent de côté. Pas une fortune, mais assez pour payer mon BTS sans demander un seul centime à mes parents. Je me souviens que mon père avait fait une remarque désinvolte, disant que je me croyais supérieur aux autres sous prétexte que je n'avais pas besoin de leur aide. J'avais pris cela à la rigolade à l'époque. Je n'avais pas compris qu'il n'admirait pas mon indépendance, il la leur raillait. Les études supérieures ont rendu le fossé encore plus évident. Je jonglais entre mes cours et 2 petits boulots, rentrant chez moi épuisé, mangeant ce que je pouvais trouver pour faire durer mes repas sur 3 jours. Lucas est allé à l'université pendant un semestre, a abandonné, et a déclaré que la structure ne lui convenait pas. Mes parents ont hoché la tête comme s'ils venaient de prendre une décision philosophique majeure. Il se cherche, disait ma mère. Il a du potentiel, ajoutait mon père. Puis venait la phrase que j'ai entendue plus de fois que je ne peux les compter, il n'est pas comme toi, Chloé. Il l'utilisait comme un compliment quand cela les arrangeait, et comme une accusation dans le cas contraire. Si je réussissais quelque chose, c'était normal. Si Lucas faisait le strict minimum, la famille agissait comme s'il rentrait de la guerre couvert de médailles. Quand j'ai été major de ma promotion, ma mère a dit, c'est bien, ma chérie. Quand Lucas s'est présenté alors à un entretien d'embauche, mon père a invité tout le monde au restaurant. J'ai appris à ne pas attendre d'applaudissements. À 24 ans, j'ai décroché un emploi stable dans le secteur de la tech. Rien de flamboyant au début, mais un poste solide, de vrais avantages et un bureau bien à moi. J'ai travaillé dur, j'ai appris vite, je suis resté tard et j'ai accepté tous les projets dont personne ne voulait. En 1 an, je gagnais suffisamment pour envisager de quitter mon petit appartement et d'acheter mon propre logement. Je n'en ai pas parlé à mes parents au début. Je les connaissais trop bien. Chaque visite immobilière me semblait irréelle. Je parcourais des pièces vides en m'imaginant des matinées calmes, une vraie cuisine, une lumière d'entrée que je pourrais allumer moi-même, une porte que personne ne pourrait ouvrir sans ma permission. Ce n'était pas une question de luxe, c'était une question de preuve. La preuve que la jeune fille qui lavait la vaisselle à 15 ans n'avait pas survécu à tout cela pour rien. Le jour où j'ai signé l'acte de vente authentique chez le notaire, ma main tremblait tellement que j'ai failli faire tomber le stylo. Ce n'était pas un château,
ce n'était pas impressionnant selon les standards des gens riches, mais c'était à moi. Chaque brique, chaque mensualité, chaque euro de cet apport personnel provenait de mes efforts. Et parce qu'une part naïve de moi voulait encore que ma famille soit fière, j'ai invité mes parents et Lucas à dîner chez moi. Ce fut ma première erreur. Dès que ma mère a franchi le seuil, j'ai lu la réaction sur son visage. Ce n'était pas de la fierté, c'était du calcul. Ses yeux ont balayé l'entrée, le salon, les meubles de cuisine, le jardin. Elle n'admirait pas, elle faisait l'inventaire. Mon père a plaisanté en me demandant si j'avais gagné au loto en secret. Lucas parlait à peine. Il parcourait lentement la pièce, les mains dans les poches, regardant l'endroit comme s'il se mesurait à lui. La seule réaction sincère est venue de ma tante Claire, qui les accompagnait et n'arrêtait pas de répéter « Chloé, c'est magnifique. Je suis fier de toi. » J'ai failli pleurer en l'entendant. Puis nous nous sommes assis pour manger. Ma mère a piqué dans sa nourriture, a de nouveau regardé autour d'elle et a dit « C'est joli, mais tu ne penses pas que c'est un peu trop pour quelqu'un de ton âge ?» Lucas s'est adossé à sa chaise. « Ouais, tu aurais probablement pu aider pour d'autres choses au lieu de flamber là-dedans. » J'ai posé ma fourchette lentement. « Quelles autres choses ?» Ma mère m'a jeté ce regard familier, celui qui signifiait que j'étais censé connaître mon rôle. « Ton frère parle de reprendre ses études, a-t-elle dit. Tu sais combien coûtent les frais de scolarité de cette école privée. » Et en un instant, ma maison a cessé d'être une réussite personnelle à leurs yeux, elle est devenue l'opportunité manquée de Lucas. Pendant une seconde, je suis resté assise à fixer ma mère, attendant une chute qui n'est jamais venue. Lucas parlait de reprendre ses études depuis des années. Il en parlait comme d'autres parlent d'apprendre le chinois ou de courir un marathon un jour. C'était toujours un projet lointain, vague et séduisant, qui lui permettait de paraître ambitieux sans avoir à faire le moindre effort. Il avait déjà tenté l'université et avait abandonné au bout d'un semestre parce que, selon lui, les professeurs étaient trop directifs et l'ambiance du campus était mauvaise. Mais maintenant, assise dans la salle à manger de la maison pour laquelle je m'étais tué à la tâche, ma mère présentait les choses comme si l'avenir de Lucas attendait sagement dans mon compte bancaire. « Tu aurais pu participer un peu, juste pour l'aider à démarrer, a-t-elle dit. « Un peu, ai-je répété. Mon père s'est raclé la gorge. La famille s'entraide, Chloé. J'ai regardé mon père, puis ma mère, puis Lucas, qui semblait soudain très intéressé par les pommes de terre dans son assiette. Est-ce que quelqu'un m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour mon apport personnel, ai-je dit. Ou pour les meubles, ou pour les frais de notaire, ou quoi que ce soit. La bouche de ma mère s'est crispée. Tu te débrouilles toujours toute seule. C'était encore là. Cette malédiction déguisée en éloge. Je me débrouillais toujours toute seule, alors il n'avait jamais à se soucier de moi. Lucas ne se débrouillait jamais, alors tout le monde était censé se sacrifier jusqu'à ce qu'il puisse faire semblant d'avoir réussi. J'ai travaillé pour cela, ai-je dit. Je ne vous ai rien pris. Lucas a enfin levé les yeux. Personne n'a dit le contraire. Tu dis juste que j'aurais dû dépenser mon argent pour toi plutôt que pour ma maison. Il a ricané. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tante Claire a remué sur sa chaise, mal à l'aise. Elle semblait vouloir intervenir, mais ma mère lui a jeté un regard d'avertissement si tranchant qu'il aurait pu couper du verre. Ma mère s'est penchée en avant, baissant la voix pour adopter ce ton doux et dangereux qu'elle utilisait quand elle voulait que l'obéissance ressemble à de l'amour. Chloé, ton frère essaie de s'en sortir. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme si sa réussite allait te nuire. Parce que sa réussite doit apparemment se construire sur mon dos. Lucas a repoussé sa chaise. Tu fais toujours ça. Tu fais comme si tu étais la seule à en avoir bavé. J'ai presque ri. Lucas, tu as démissionné de tous les boulots que tu as eus sous prétexte que le gérant t'énervait. Je ne suis pas fait pour les boulots alimentaires sans avenir. Moi non plus. Mais je l'ai fait quand même. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a crispé la mâchoire. Ça suffit. Ce n'est pas ainsi que l'on se parle. Non, ai-je dit. C'est exactement comme cela que l'on parle. C'est juste que vous n'aimez pas que je vous réponde. Le dîner s'est terminé rapidement. Pas de manière théâtrale, sans cris, mais dans ce silence froid et tendu que les familles utilisent lorsque quelque chose de malsain a été mis au jour et que personne ne veut nettoyer.
Ma mère m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte, mais ce n'était pas une vraie étreinte. C'était une pression, un avertissement. Son parfum a frôlé ma joue comme une menace. Ne sois pas égoïste, Chloé, a-t-elle chuchoté. On en reparlera. Je suis resté sur le porche après leur départ, regardant leur feux arrière disparaître au bout de la rue. Tante Claire a été la seule à m'envoyer un message plus tard, je suis fier de toi. Ne les laisse pas te faire culpabiliser. J'ai lu ce message 5 fois. J'aurais aimé pouvoir dire que je l'ai écouté. Au cours des semaines suivantes, la culpabilité s'est installée dans ma vie comme un locataire indésirable. Ma mère m'appelait constamment. Parfois elle semblait douce, parfois blessée, parfois glaciale. Lucas a trouvé une formation qui pourrait être parfaite pour lui. Ton père et moi ne pouvons pas l'assumer seuls. C'est triste quand quelqu'un dans la famille a les moyens d'aider et choisit de ne pas le faire. Mon père a choisi une autre approche. Il m'envoyait des articles sur l'augmentation des frais de scolarité et me laissait des messages vocaux pour me rappeler tout ce qu'ils avaient sacrifié. Je voulais lui demander de quel sacrifice il parlait. Les heures de plonge que je faisais à 15 ans? Les frais de scolarité que j'avais payés moi-même? Les années passées à apprendre à ne rien demander parce que la réponse était toujours non? Lucas a commencé à publier sur les réseaux sociaux, certains oublient d'où ils viennent. La loyauté familiale ne signifie plus rien pour les gens qui adorent l'argent. Imaginez acheter une maison pendant que votre propre frère galère. Les commentaires affluaient de la part de personnes qui ne connaissaient pas l'histoire. Reste fort, mon frère. C'est moche. La famille devrait passer en premier. Il se construisait une scène, et j'étais la méchante dont il avait besoin. Puis, un dimanche, Lucas m'a envoyé un message, il faut qu'on parle. Passe à la maison. J'ai pensé, peut-être bêtement, qu'il voulait s'excuser ou du moins discuter comme des adultes. Quand je suis entré dans la cuisine de mes parents, je les ai trouvés tous les trois assis autour de la table. Des documents étaient éparpillés partout, brochures d'école privée, détails des frais de scolarité, budget pour le coût de la vie, un calendrier imprimé, et au centre, un échéancier de paiement avec mon nom tout en haut. Ma mère a croisé les mains. Si tu aimes vraiment ton frère, a-t-elle dit, tu investiras dans son avenir. J'ai fixé les documents, puis j'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne riais pas, j'allais hurler. Vous avez sérieusement établi un plan de financement à mon nom, ai-je demandé. Ma voix est sortie plus calme que ce que je ressentais. C'est peut-être cela qui a fait plisser les yeux de ma mère. Elle s'attendait à des larmes, peut-être à de la culpabilité, ou à ce vieux réflexe de m'effacer pour que tout le monde se sente à l'aise. Au lieu de cela, j'ai pris la première feuille et je l'ai lue. Ils avaient calculé ce qu'ils estimaient que je devais verser chaque trimestre, frais de scolarité, livres, transport, et même un supplément pour le quotidien de Lucas. Ils avaient étalé cela sur 4 ans, comme si mon compte bancaire était une fondation de bourse d'études dont j'aurais oublié que j'étais la gestionnaire. Ce n'est pas une plaisanterie, Chloé, a dit ma mère. C'est son avenir. Lucas s'est adossé à sa chaise avec ce petit air suffisant qu'il arborait toujours lorsque nos parents faisaient le sale boulot à sa place. Enfin, ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'argent. Tu t'es payé une maison entière. Je l'ai regardé. Une maison que je rembourse? Ouais, mais pourquoi tu aurais droit à tout ça pendant que je stagne ici? Pendant un instant, je l'ai vu tel qu'il avait toujours été, pas méchant, pas stupide, mais simplement élevé dans la croyance que désirer quelque chose équivalait à le mériter. Mes parents lui avaient fait cela. Et maintenant, il se le faisait à lui-même. Tu stagnes parce que tu abandonnes tout le temps, ai-je dit. Son visage a rougi. Tu ne sais pas ce que c'est. Je sais exactement ce que c'est que de travailler pour obtenir ce que je veux. Mon père a frappé doucement du plat de la main sur la table. Pas assez pour effrayer qui que ce soit, juste assez pour me rappeler qu'il pensait toujours contrôler la pièce. Ça suffit. Ton frère a besoin d'aide. Non, ai-je dit. Lucas a besoin de prendre ses responsabilités. Ma mère s'est levée si brusquement que sa chaise a reculé dans un grincement. Si la famille compte pour toi, tu le feras. Je l'ai fixé. Et soudain, j'avais de nouveau 15 ans, debout dans mon uniforme de serveuse pendant qu'elle me disait que la moitié de ma paye devait aller aux dépenses du foyer sous prétexte que je vivais sous leur toit, pendant que Lucas dépensait son argent de poche dans des jeux et des crampons de foot.
Je me suis souvenu qu'on m'avait dit de me débrouiller seul avant même d'avoir l'âge légal de signer un bail. Je me suis souvenu de chaque fois où il présentait ma survie comme un privilège. Je me souviens que tu m'as dit de me débrouiller seul quand j'avais 15 ans, ai-je dit. C'est donc ce que j'ai fait. La cuisine est devenue silencieuse. Tante Claire n'était pas là cette fois. Personne n'était là pour adoucir les angles. Juste mes parents, Lucas, la vérité posée entre nous comme une allumette allumée. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Mon père a détourné le regard en premier. Lucas a ricané. Et alors? Tu me punis parce que papa et maman ont été stricts avec toi. Je ne te punis pas. Je refuse de te financer. Tu es égoïste, a-t-il dit. Non, ai-je répondu en posant les papiers. J'en ai fini d'être traité comme la banque de la famille. Je suis sorti avant qu'il ne puisse m'entraîner dans une autre série de reproches maquillés en morale. Mes mains tremblaient au moment de rejoindre ma voiture, mais sous la colère se cachait autre chose, un sentiment de soulagement petit et inhabituel. J'avais dit non, et le monde ne s'était pas effondré. Du moins, pas encore. 2 semaines plus tard, la lettre est arrivée. Je me souviens de l'enveloppe parce qu'elle semblait trop formelle pour être un imprimé publicitaire et trop froide pour annoncer quoi que ce soit de bon, un papier épais, le nom d'un cabinet d'avocats dans le coin supérieur, mon nom complet dactylographié au centre. Chloé J. Dubois. Je l'ai ouverte à ma table de salle à manger avec une tasse de café à côté de moi, encore vêtu de mes vêtements de travail, m'attendant à une sorte de manœuvre d'intimidation, une mise en demeure, une menace théâtrale. Quelque chose de ridicule que je pourrais confier à un avocat pour en rire plus tard. Le temps de finir ma lecture, mon café était devenu froid. Mes parents et Lucas me poursuivaient en justice. La plainte était rédigée dans un jargon juridique froid, mais le sens était clair, ils m'accusaient d'avoir délibérément privé un membre à charge de ma famille d'opportunités indispensables. Lucas était la personne à charge, son éducation était l'opportunité. Et d'une manière ou d'une autre, mon refus de payer pour sa 2e tentative d'étude était devenu un préjudice moral passible de poursuites judiciaires. Le montant réclamé pour un règlement à l'amiable correspondait presque exactement à la somme totale de l'échéancier établi sur la table de la cuisine. J'ai relu la lettre, puis encore une fois, car mon cerveau refusait d'assimiler les mots. Il n'était pas seulement en colère ou déçu, il m'avait transformé en défenderesse. La semaine suivante fut un tourbillon d'appels téléphoniques et de pression. Ma mère appelait tous les jours, changeant de stratégie comme de vêtements. Un matin, elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler, « Chloé, tu es en train de détruire cette famille. » Le lendemain après-midi, elle était de glace, « Ton frère est dévasté. Il pense que tu veux sa perte. » Mon père me laissait des messages vocaux parlant de respect, de gratitude et du fait que les avocats coûtaient de l'argent que personne n'avait à gaspiller. C'était étrange de l'entendre dire cela, étant donné qu'ils avaient apparemment trouvé les fonds nécessaires pour en engager un lorsqu'il s'agissait de m'attaquer. Lucas a déplacé le conflit en ligne, certaines personnes accordent plus d'importance aux maisons qu'à leur famille. La réussite ne vaut rien si le cœur est vide. Imaginez regarder votre propre frère galérer sans rien faire. Des membres de la famille élargie ont commencé à commenter, envoyant des cœurs, lui disant de rester fort. Personne ne m'a demandé ce qui s'était passé. Personne n'a demandé pourquoi un homme de 24 ans, habitué à abandonner tout ce qu'il entreprenait, avait soudainement besoin que sa sœur soit légalement contrainte de financer son avenir. Lors du déjeuner dominical chez ma grand-mère, tante Denise m'a prise à part et a soupiré comme face à un enfant difficile. « J'aimerais tellement que Lucas et toi trouviez un arrangement, » a-t-elle dit. « Il est tellement déprimé depuis que tu as acheté cette maison. » Depuis que j'ai acheté cette maison. Pas depuis qu'il a abandonné l'école, pas depuis qu'il a refusé de garder un emploi. Depuis que j'ai réussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris comment l'histoire avait été réécrite. Mes parents ne disaient pas aux gens que Lucas exigeait que je paye ses frais de scolarité. Ils ne leur disaient pas qu'ils avaient rédigé un plan de financement sur mon argent. Ils disaient aux gens que j'étais devenue froide, riche, égoïste, trop bien pour la famille. Ils transformaient mon indépendance en arrogance et mon refus en cruauté. J'ai commencé à éviter les événements familiaux. Les invitations se sont faites plus rares, puis ont cessé. Des photos apparaissaient en ligne sans moi, légendées la famille d'abord sous des portraits de groupes souriants où Lucas se tenait au centre, l'air blessé et choyé. Et puis, un soir, il est venu chez moi. Il n'a pas appelé,
n'a pas envoyé de message, il a juste sonné à la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'ouvre. Lucas se tenait sur mon porche, les mains dans les poches, un sourire goguenard sur les lèvres. « Tu sais que tu vas perdre, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. « Rentre chez toi, Lucas. Papa et maman ont un avocat. Toute la famille est de notre côté. Ce sera plus facile si tu paies maintenant, ça t'évitera l'humiliation. » La lumière du porche grésillait au-dessus de nous. L'air sentait la pluie. Pendant une seconde, j'ai eu envie de lui effacer ce sourire du visage. Pas parce qu'il était mon frère, mais parce qu'il croyait sincèrement que j'existais pour le servir. « Tu n'as aucun droit sur mon argent, » ai-je dit. « Tu as eu des chances. Tu les as gâchées. Ce n'est pas de ma faute. » Ses yeux se sont durcis. « Tu en es là uniquement parce que ça a été plus facile pour toi que pour moi. » Cette phrase s'est logée profondément en moi. Plus facile. J'ai pensé au bistrot, au bus, aux cartes de crédit refusées, aux nuits passées à étudier jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, à cette maison achetée sans un seul euro familial. « Si tu penses que ça a été facile, » ai-je dit calmement, « c'est que tu n'as jamais fait attention. » Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, je n'étais pas seulement blessé, j'avais peur, car le regard de Lucas m'indiquait que cela ne concernait plus uniquement les frais de scolarité. Il s'agissait de me prendre ce qui m'appartenait. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat et je lui ai raconté la visite de Lucas chez moi. Il m'a conseillé de tout consigner par écrit, date, heure, teneur de ses propos, durée de sa présence, s'il m'avait menacé directement. Sa façon de formuler les choses m'a noué l'estomac, car jusque-là, une partie de moi considérait encore cela comme un conflit de famille qui avait dérapé. Mais les pièces juridiques ne s'encombrent pas de l'histoire familiale, elles rendent les choses concrètes. Pendant quelques semaines, j'ai essayé de continuer à vivre normalement. Je suis allé travailler, j'ai payé mon prêt immobilier, j'ai fait mes courses, j'ai salué mes voisins. Mais chaque fois qu'une voiture ralentissait près de chez moi, ma poitrine se serrait. Chaque fois que mon téléphone s'allumait avec un numéro inconnu, je me demandais quel membre de la famille avait été recruté pour me faire culpabiliser cette fois-ci. Puis, mon agent immobilier m'a appelé. Sa voix était prudente, de la manière dont les gens parlent lorsqu'ils essaient de ne pas vous alarmer tout en vous inquiétant malgré tout. « Chloé, » a-t-elle dit, « j'ai reçu une demande de renseignements étranges concernant votre maison. » « Ma maison ? Quelqu'un a demandé s'il serait possible de l'acheter ou de la louer prochainement. Cette personne prétendait que l'occupante actuelle risquait de ne pas y rester très longtemps. L'occupante actuelle ? Pas la propriétaire, l'occupante ? J'ai agrippé le bord de mon plan de travail. Qui a demandé cela ? Elle a hésité. Elle a dit qu'elle était une amie de la famille, mais quand j'ai insisté, elle a mentionné votre mère. Pendant une seconde, la pièce est devenue silencieuse de cette façon étrange qui se produit lorsque vos pensées font plus de bruit que tout le reste. Ma mère avait appelé mon agent immobilier. Non pas pour me demander comment j'allais, ni pour savoir si ce procès me pesait, mais pour rôder autour de ma maison comme quelqu'un qui prendrait les mesures des rideaux pour un vol qu'il n'a pas encore commis. Elle a également laissé entendre, a poursuivi doucement mon agent, qu'il serait dommage que la propriété quitte la famille. Elle a mentionné qu'un autre membre de la famille pourrait être intéressé. Lucas, évidemment. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis assise à ma table de cuisine, regardant par la fenêtre le petit jardin que j'avais tondu moi-même, la clôture que j'avais économisé 3 mois pour faire réparer. La lumière du porche que j'avais installé pour me sentir en sécurité en rentrant le soir. Ils n'en avaient pas seulement après mon argent. Ils en avaient après le seul endroit au monde qui prouvait que je leur avais échappé. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché avec cette voix mielleuse qui me donnait des frissons. « Chloé, je disais justement à ta tante à quel point je suis fier de toi. »« Arrête ça, » ai-je dit. « Pourquoi as-tu appelé mon agent immobilier ?» Un silence s'est installé. Puis elle a soupiré comme si je la décevais à nouveau. Je veillais sur les intérêts de la famille. Non, tu planifiais ma perte de logement. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite au tribunal. Ce serait préférable que la maison revienne à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Quelqu'un comme Lucas. Il en prendrait grand soin. J'ai failli rire, mais ma gorge s'est serrée. Il n'est même pas capable de garder un travail à mi-temps.
Sa voix est devenue plus tranchante. Ne sois pas cruel. Ton frère a traversé beaucoup d'épreuves. Moi aussi. Tu es plus forte. C'était là le mot qu'ils utilisaient toujours lorsqu'ils avaient besoin que je plie. Calmement, j'ai raccroché avant de dire des paroles que je ne pourrais pas retirer. Le lendemain, mon avocat m'a transmis une version modifiée de leur plainte. Je l'ai lue 2 fois avant d'en saisir pleinement la portée. Il soutenait que mon logement actuel avait été acquis grâce à des fonds qui auraient pu être alloués au soutien des études et du développement professionnel de Lucas. En clair, ma maison était présentée comme une preuve contre moi. Le logement que j'avais acheté après des années de travail, de sacrifice et de discipline était désormais décrit comme la preuve de mon égoïsme. Il voulait que le tribunal perçoive mon emprunt, mes économies et mon indépendance comme des ressources que j'avais injustement soustraites à Lucas. C'est à ce moment-là que la peur s'est transformée en détermination. J'ai cessé de répondre aux appels. J'ai bloqué Lucas après qu'il m'a envoyé un message disant « Profite bien de ta maison pendant que tu le peux encore ». J'ai indiqué à mon avocat que toute communication devait désormais passer par lui. J'ai vérifié mes comptes, sécurisé mes accès bancaires, changé mes mots de passe et installé des caméras autour de la maison. Extérieurement, je ne manifestais plus rien. Il pensait probablement m'avoir brisé. En réalité, je rassemblais toutes les preuves, captures d'écran, messages vocaux, publications sur les réseaux sociaux, documents juridiques, notes de l'agent immobilier, chaque message où Lucas se montrait exigeant, chaque phrase où mes parents faisaient allusion à ma maison. J'ai également commencé à me reconstruire dans les domaines qu'ils avaient tenté de fragiliser. Mon responsable a remarqué que je traversais une période difficile et m'a convoqué dans son bureau. Je m'attendais à des reproches. Au lieu de cela, il m'a proposé de piloter un projet d'envergure qui pouvait mener à une promotion. Je sais que tu gères des affaires personnelles, m'a-t-il dit, mais je sais aussi que tu es compétente. Ne les laisse pas te faire oublier cela. Je me suis investi dans ce travail avec l'énergie du désespoir. Quelques semaines plus tard, j'ai obtenu la promotion. Plus de responsabilités, plus de stabilité, et une nouvelle preuve que tandis que ma famille tentait de me tirer vers le bas, ma vie continuait d'avancer. Et avec mon premier salaire augmenté, j'ai engagé un détective privé. Non pas par vengeance, du moins c'est ce que je me disais, mais parce que je voulais des faits. Je voulais savoir ce que Lucas fabriquait pendant qu'il prétendait que son avenir dépendait de mon portefeuille. Je voulais savoir si mes parents avaient déjà tenté ce genre de manœuvre auparavant. 2 semaines plus tard, le détective m'a remis un dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos de Lucas partant en voyage, achetant du matériel électronique, faisant des essais de voitures de sport et publiant des photos depuis des bars branchés, alors même que mes parents racontaient à la famille qu'ils survivaient à peine. Il y avait également de vieux registres fonciers montrant que mes parents avaient autrefois fait pression sur ma défunte tante pour lui racheter un terrain bien en dessous de sa valeur réelle. Puis est arrivé le véritable atout. Mon avocat a reçu un fil de mail accidentellement mis en copie par leur propre conseil. On pouvait y lire un message de ma mère, nous devons nous assurer que la maison de Chloé soit incluse dans l'accord de règlement. Lucas a déjà parlé à un ami agent immobilier qui pourra la mettre en vente dès que l'acte sera signé. C'est le moyen le plus propre de s'assurer qu'ils prennent un nouveau départ. J'ai lu cette phrase jusqu'à ce qu'elle cesse de me faire du mal. Ensuite, le détective m'a envoyé un enregistrement audio capté légalement dans un bar public. La voix de Lucas résonnait dans mon salon, non, elle n'a pas encore accepté. Mais papa et maman s'en occupent. Dès qu'elle sera à moi, je revends la baraque et je serai tranquille pour des années. Je suis resté assise dans le silence après la fin de l'enregistrement. Pendant des mois, ils avaient tenté de me faire passer pour quelqu'un d'égoïste. J'avais désormais la preuve qu'ils cherchaient simplement à me dépouiller sous des dehors respectables. L'audience de conciliation était fixée au mardi matin, ce qui m'a semblé presque poétique, car les mardis avaient souvent tendance à bouleverser ma vie avant de m'apporter des réponses. Je suis entré dans la salle de réunion vêtu d'un blazer bleu marine, de petits talons, et habité par ce calme qu'il m'avait fallu des mois de colère pour construire. Mon avocat, Maître Beaumont, marchait à mes côtés avec un unique dossier mince sous le bras. Pas de pile de documents théâtraux, pas de carton de papier, juste un dossier, car les preuves les plus solides n'ont pas besoin d'artifice. Mes parents étaient déjà là. Ma mère se tenait très droite, son sac à main sur les genoux, les lèvres pincées, s'efforçant de paraître blessée plutôt que nerveuse. Mon père évitait mon regard. Lucas était adossé à sa chaise comme s'il avait déjà gagné, une cheville posée sur le genou,
tapotant ses doigts sur la table comme s'il attendait qu'on lui remette les clés de chez moi. Le médiateur a salué tout le monde poliment. Leur avocat a commencé par des arguments vagues sur les devoirs familiaux, l'inégalité des chances et mon prétendu refus de soutenir l'avenir éducatif de mon frère. Il a affirmé que j'avais bénéficié d'une situation stable pendant que Lucas luttait pour trouver sa voie. J'ai presque souri à ces mots, la stabilité, comme si je l'avais trouvée par terre au lieu de la construire de mes propres mains et avec un compte vide. Puis Maître Beaumont s'est levé. Il a fait glisser le dossier sur la table. Voici le dossier complet attestant de l'indépendance financière de Mademoiselle Dubois depuis ses 15 ans, a-t-il déclaré. Contrat de travail, déclaration d'impôt, justificatif de paiement de ses études, acte d'achat de sa propriété et relevé bancaire. Vous constaterez que pas un seul centime pour ses études, son logement, son apport ou ses frais de notaire ne provient des demandeurs. Le visage de ma mère s'est crispé. Lucas a ricané doucement. Maître Beaumont a tourné une page. Et ceci, a-t-il poursuivi, est un email de Madame Dubois adressé à leur conseil, précisant que la maison de sa fille devait être incluse dans l'accord de règlement parce que Lucas avait déjà contacté un ami agent immobilier pour la mettre en vente dès que le transfert de propriété serait effectué. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Pas de bruit, pas de cris, juste un silence soudain, comme si tout le monde avait arrêté de respirer en même temps. Ma mère a pâli. Mon père a enfin tourné les yeux vers moi. Lucas s'est penché en avant. Quel email ? Leur avocat s'est raidi. Maître Beaumont a appuyé sur une touche de son ordinateur portable pour diffuser l'enregistrement audio obtenu légalement. La voix de Lucas a résonné dans la salle, non, elle n'a pas encore accepté. Mais papa et maman s'en occupent. Dès qu'elle sera à moi, je revends la baraque et je serai tranquille pour des années. Le silence qui a suivi valait tous les discours du monde. Le médiateur s'est raclé la gorge. Maître ? Leur avocat s'est penché vers mes parents et leur a parlé d'un ton sec à voix basse. Ma mère a secoué la tête, puis a répondu dans un murmure. Mon père avait l'air furieux. Lucas fixait la table, le visage rouge, perdant enfin son assurance. Ils ont demandé une suspension de séance pour se concerter en privé. Lorsqu'ils ont quitté la pièce, je suis resté très calme. Maître Beaumont m'a regardé. Tout va bien ? J'ai fixé la porte fermée. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont peur de moi. Non, a-t-il répondu. Ils ont peur de la vérité. 10 minutes plus tard, leur avocat est revenu, affichant la mine d'un homme qui regrettait plusieurs choix de carrière. Mes clients sont disposés à retirer leur plainte, a-t-il annoncé, chaque partie conservant la charge de ses propres frais de justice. Maître Beaumont n'a pas scié. Non. La tête de Lucas s'est redressée brusquement. Maître Beaumont a croisé les mains. Compte tenu des éléments prouvant l'intention malveillante, l'abus de procédure, le préjudice moral et la tentative d'extorsion de biens, nous sommes pleinement disposés à engager une procédure reconventionnelle. Mademoiselle Dubois exigera le remboursement intégral de ses frais d'avocat, des excuses écrites ainsi qu'une rétractation publique de toutes les fausses déclarations formulées auprès de la famille ou de tiers. La bouche de ma mère s'est ouverte. C'est humiliant. Je l'ai regardée pour la première fois de la matinée. Être poursuivi en justice par sa propre famille pour avoir acheté une maison l'était tout autant. Elle a tressailli. Lucas a marmonné, c'est ridicule. Mon père s'est retourné vers lui si vite que j'en ai été surprise. Tais-toi. C'est à cet instant que j'ai su que c'était terminé. À la fin de la semaine, la plainte était retirée. Le chèque de remboursement a été encaissé. La lettre d'excuse est arrivée dans ma boîte de réception, froide, maladroite et manifestement rédigée sous la contrainte juridique. Elle admettait qu'ils avaient présenté la situation de manière erronée, que je n'avais aucune obligation de financer les études de Lucas et que la tentative d'inclure ma maison dans le litige avait été inappropriée. Inappropriée. Le mot était bien faible pour qualifier une tentative de me déposséder de mon foyer. Mais je n'avais pas besoin de belles tournures, j'avais besoin de preuves factuelles. J'ai envoyé les documents aux membres de la famille qui m'avaient mis à l'écart. Pas de longues explications, pas de discours larmoyants, juste la lettre d'excuse, l'email concernant ma maison et la transcription des propos de Lucas. Les retours ne se sont pas fait attendre. Tante Denise a appelé à plusieurs reprises. Ma grand-mère m'a laissé un message en pleurant.
Des cousins qui avaient partagé les publications de Lucas voulaient soudainement entendre ma version des faits. Tante Claire m'a envoyé un unique message, je le savais. Je suis tellement désolé qu'il t'ait fait subir cela. Je n'ai répondu qu'à elle. Le groupe de discussion familiale dont j'avais été discrètement exclu s'est transformé en champ de bataille. Des captures d'écran ont circulé. Les proches citaient l'email de ma mère. Quelqu'un a même diffusé l'enregistrement de Lucas lors d'un repas de famille. Pour une fois, mes parents ne pouvaient plus contrôler le récit, car les faits parlaient d'eux-mêmes. Ma mère a cessé de se rendre aux réunions de famille. Mon père s'est fait très discret. Lucas a supprimé la plupart de ses publications et a quitté le domicile parental pendant 2 semaines, pour y revenir dès que la réalité du paiement d'un loyer s'est avérée moins conciliante que ses exigences de confort. Les proches qui me traitaient d'égoïste me parlaient désormais d'une voix embarrassée, se montrant soudainement très prudents à mon égard. Mais le plus curieux, c'est que je n'ai pas ressenti de triomphe particulier, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer. Je ressentais de la sérénité. La maison est restée mienne. Le porche est resté mien. Le petit jardin, la clôture réparée, la cuisine où je prépare mon café le matin, la chambre où je dors enfin sans consulter mon téléphone à 3 heures du matin, tout cela m'appartient. Mon parcours professionnel s'est poursuivi. Ma promotion m'a conduite vers un autre projet important. Mon cercle de relations s'est restreint, mais renforcé. J'ai appris à distinguer les personnes qui m'aimaient pour ce que je suis de celles qui n'aimaient que ce qu'elles pouvaient obtenir de moi. J'ai conservé la lettre d'excuse dans un tiroir, non pas pour la relire, mais pour me rappeler que la vérité, même si elle prend du temps, finit toujours par s'imposer. Parfois, en fin de journée, je m'assieds sur mon porche et je me remémore ce premier dîner, l'intensité avec laquelle j'espérais qu'il soit fier de moi. Je pense au regard de ma mère qui parcourait ma maison comme s'il s'agissait d'un inventaire. Je pense à Lucas affirmant que les choses avaient été plus faciles pour moi. Je pense à la jeune fille que j'étais à 15 ans, comptant ses pourboires dans les toilettes d'une brasserie, se promettant de ne jamais aliéner sa liberté à qui que ce soit. Elle a tenu cette promesse. Ma famille pensait que cette maison prouvait que j'avais oublié d'où je venais. Ils se trompaient. Cette maison est la preuve que j'ai réussi à me construire par moi-même. Et chaque soir, en verrouillant la porte, je souris en pensant à la même chose, leurs noms ne figureront jamais sur l'acte de propriété.